C'est le début de cette nouvelle partie qui commence tout de suite. Bon visionnage. Et ce n'est pas les recettes qu'il faut apprendre, c'est les principes. Et les principes, ils sont simples. Les choses, elles grandissent avec amour. Tu veux voir la vérité en face, laisse tomber ton orgueil. Tu veux continuer d'être intelligent, développe de l'humour. Voilà, ça, c'est les grands principes. Et après, pars à l'aventure, fais ce que tu veux. Mais les recettes, tu vois, le principe de la recette, c'est une connerie. Parce que si tu n'as qu'un livre de recettes, tu regardes ton frigo, tu regardes ton livre de recettes. Tu dis, j'ai ça, ah ben non, j'ai pas ça. Ah ben non, j'ai ça, oh, il me manque ça. J'ai ça, oh, il me manque ça. En fait, avec des recettes, si tu manques un ingrédient, tu ne peux pas cuisiner. Mais quand tu as les principes de cuisine, tu ouvres ton frigo, tu n'as pas besoin de recettes. Du coup, j'avais envie depuis tout à l'heure de poser une question qui n'était pas dans le sujet, mais je me demande, c'est vraiment une hypothèse. J'assure pas, mais je me dis, la notion de faux self qui est très commune quand on parle des surdoués ou des autistes. Est-ce que en fait l'énéagramme, la base de l'énéagramme, ce serait le faux self? Je me pose cette question. Je me demande Je à ne sais quel pas ce que point. c'est faux self. Tu peux développer un peu C'est la version sociale qu'on donne à voir D'accord, ok. pour. Moi, ce que j'appellerais l'ego, quoi. En fait, On en tout peut cas, dire ça, oui. le personnage social, le personnage public, etc. Donc la question, c'est est-ce que le personnage public, le personnage social... Est-ce que en fait l'énéagramme ça sert à débusquer son faux self? Ah oui, carrément. Ouais. Ah mais carrément, carrément. Il y a 9 grandes familles de faux self. Euh, Moi, je n'aime pas l'idée de faux self, c'est parce que c'est pas faux. Oui, je suis bien d'accord C'est avec vrai. toi. On peut dire que l'ego est une portion de moi. Oui, bien sûr. Voilà, en fait, si l'intelligence est la boîte de vache qui rit, chacun d'entre nous a un ego qui est une part, tu vois. Et donc, voilà, il y a toujours la vache qui rit dessus, mais en fait, c'est un petit triangle, voilà. Et en fait, il y a 9 bouts de vache qui rit dans la boîte. Et on peut dire que chaque part est une fausse boîte. Mais c'est une part dans mon modèle du monde. Donc, faux self, sûrement pas. Moi, quand je suis dans mon personnage, le plus, ce qu'on veut, je ne suis pas faux. Sûrement pas. Je suis tout à fait vrai, mais je ne présente qu'une partie du vrai moi. Et c'est tout. Mais sinon, s'il y a quelque chose de faux, ça veut dire, putain, il faut le buter, il faut s'en débarrasser. Débarrasse-toi de ton ego. Ah, je peux te dire que tu vas pas loin. C'est impossible. Je trouve ça super intéressant en fait de relever. C'est comme certaines personnes qui vont parler de la communication non violente en disant pourquoi il y a violent dans l'intitulé. Il y a quelque chose comme ça dans cette notion de faux self. Oui, Je l'utilise parce elle est utilisée régulièrement par les gens qui justement ont les étiquettes dont je parlais. Ouais. C'est un truc qui est central dans la découverte de qui on est jusqu'alors et qui on peut être ensuite, débusquer son faux self. Et donc, c'est le mot de faux. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Non, Il c'est y un a vrai quelque self. chose de disqualifiant. C'est un vrai self. Ouais. C'est un vrai bout de moi. Oui. C'est un vrai bout de moi. Tout à fait. Non, j'ai fait quelques réunions parfois avec des thérapeutes un peu perchés, tout ça. Et ils me disaient qu'ils avaient en fait tué leur ego. Je disais que c'était une très belle démonstration qu'il était toujours vivant. Tu vois, on peut pas faire ça. C'est d'une débilité totale. Tu vois, c'est impossible. L'ego, c'est une formidable machine à s'adapter. Je dirais que lorsqu'elle ne laisse pas de place au reste de moi, le prix à payer au bout de certaines années, c'est qu'on est suradapté. Mais en fait, mais ça nous permet de survivre dans le système dans lequel on arrive. On a une petite photo derrière de Jung. Jung, il dit un truc très bien. Il dit en fait ce que l'homme trouve à l'extérieur de lui dans la matinée de sa vie, il devra le trouver à l'intérieur de lui dans l'après-midi de sa vie. Parce que, en fait, le matin de notre vie, on est en train de s'adapter. On arrive dans une famille, on arrive dans des écoles, on arrive dans des entreprises, on arrive partout. Donc, en fait, on est une machine à s'adapter. Grosso modo, que dois-je donner au système pour que le système me donne ce dont j'ai besoin? Amour, sécurité, reconnaissance. Tu connais le truc.
au bout d'un moment, en fait, ça nous a permis de survivre. Et la logique des choses voudrait que ça nous ait permis de survivre jusqu'au jour où on décide de vivre. Grosso modo, le jour où on décide de vivre en disant, en fait, moi, à quoi j'aspire, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me botte, qu'est-ce qui me branche, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. J'ai le droit de vivre des trucs cool, pas cool, mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Eh bien, si un jour tu te poses cette question-là, c'est que quelque chose, quelque part en toi, a pris le soin que tu puisses un jour te poser cette question-là par le fait qu'il t'a fait survivre jusqu'au jour où tu décides de vivre. Et ça, comment est-ce qu'on peut en vouloir à la partie de nous qui nous a fait survivre jusqu'au moment où on se dit « ça y est, j'ai envie de vivre ». C'est elle qui a gardé la baraque. C'est elle qui a fait qu'on est vivant. C'est elle qui a fait que dans cette famille, on a pu arriver dans une famille de, je sais pas, de gauchos, de fachos, de bouddhistes, d'artistes, d'alcoolos, de je ne sais quoi. On a pu arriver même dans la famille de Macron, je sais pas quoi. On a pu survivre. On s'est adapté. Bon, il y en a qui sont un peu trop adaptés, ça a un peu pété le truc, mais le truc, on s'est adapté. Moi, je suis arrivé dans une famille d'agriculteurs qui n'avaient pas spécialement beaucoup d'argent, de gauche, machin. J'ai vite compris comment ça marchait. Et donc, mon personnage, bien évidemment, moi, au départ, peu importe mes idées politiques, mais il était bien dans la lignée de tout ça. Après, tu développes ta manière de penser, quel niveau d'argent tu as envie dans ta vie, quel niveau... Voilà. Et tes parents ne sont plus une limite, c'est devenu un repère. Mais quand c'était ta limite, eh bien, à ce moment-là, il valait mieux, en fait, faire avec eux. Et donc, tu leur as donné le change pour qu'ils te donnent de l'amour, de la sécurité, de la reconnaissance. Maintenant, je suis grand. Maintenant, j'ai envie de vivre ma vie à moi. Alors maintenant, c'est moins mon ego, qui est plutôt mon ministre des Affaires extérieures, qui va commander. C'est moi qui vais présider à ma vie, c'est moi qui vais devenir le président de ma vie et qui vais faire les grands choix de ma vie. Pour tout ce qui est le truc du quotidien, mon ego, il peut gérer, il est habitué. Mais pour les grandes décisions de ma vie, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce que j'aime, quelle personne j'ai envie de devenir, quel sens j'ai envie de donner à ma vie, ça c'est moi qui vais le décider dans ma globalité. Et donc c'est ce qui s'appelle remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que je vais me replacer, je vais sortir de mon petit jeu, c'est-à-dire de mon cis, de mon jeu, de mon personnage social, et puis je vais aller me consulter un petit peu moi. Et je vais dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'aime au fond, qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et là, je vais prendre mes décisions. Après que je retourne dans mon personnage social pour gérer la plupart des trucs, c'est OK. Mais pour les grandes décisions, on ne peut pas laisser je décider. Voilà, si c'est je qui décide, en fait, c'est moi qui devrais assumer derrière. Et ça, c'est un gros boulot. Ouais. Et là, on rentre dans une notion qui me tient vraiment à cœur, c'est la multiplicité. Oui, bien sûr. Ouais. La multiplicité qu'on abrite à l'intérieur de soi, et le fait que je reviens sur cette notion de faux self, peut-être que je suis pas un spécialiste non plus, mais peut-être que c'est parce qu'il donne l'illusion d'être l'entièreté qu'on l'appelle le faux, et que donc du coup il devient une part. Et quand il devient une part, à ce moment-là, il fait partie d'un tout. Mais avec mon invitée précédente, Mariana Morand, on avait aussi ce recul de dire cette quête du vrai self, elle aussi, elle est dangereuse. De penser qu'on a une vraie version parce qu'on en a déjoué une fausse. Oui, mais c'est là toute la bêtise. Si on parle de vrai, ça veut dire qu'il y a un faux. Non, moi je préfère le discours de notre ami Jung, qui dit en fait, nous sommes tous appelés à la complétude. Voilà, très peu vont le faire, mais c'est notre aspiration. Et la complétude, c'est-à-dire, c'est de recomposer les morceaux pour savoir qu'on est un tout. Le tout étant le moi, le je étant une partie. Qu'est-ce qu'il y a dans le moi? Si on regarde ce qu'il y a dans le moi, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a le je. Le je, c'est tout ce qu'on a mis en lumière pour faire notre personnage social. Tu vois, le personnage social qui réussit, le personnage social qui est sympa, qui est diplomate, machin, original, un peu artiste, un petit peu décalé, n'est-ce pas? Et donc, voilà, on va jouer notre personnage gna-gna. Et donc, en fait, si on a mis des choses dans la lumière, il a fallu qu'on en planque d'autres. Et donc, ce qu'on a planqué, ça s'appelle l'ombre. Et l'ombre, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'on a mis en lumière. Donc, quand on va commencer à aller retourner à l'intérieur et qu'on va vouloir retrouver la complétude, tout d'un coup, on va se dire « Ah, t'es qui, toi ? Ah, tiens, toi, t'es l'ombre. T'as quoi dedans ? Ah !» Moi, dans ma famille, il faut, en fait, être modeste.
Même ma mère, quand elle achetait un truc, elle disait, bon, je l'ai acheté, mais parce qu'en fait, c'était en réclame, c'est pas cher et c'est pratique. Voilà. Donc, pour être fidèle et continuer d'obtenir l'amour de maman, tu roules pas en Cadillac ou en Mercedes, tu vois. Elle dit, ben, pourquoi t'as acheté cette voiture-là? T'en as peut-être pas vraiment besoin. Bon, dans son modèle du monde, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça, tes envies de grandeur, ben, tu les as mis dans l'ombre. Hein. Et moi, j'en ai des envies de grandeur. C'est pour ça que je déteste des types qui sont dans la toute-puissance, comme peut-être notre président, parce que moi aussi, j'ai ça dans mon ombre, mais j'assume pas toujours, tu vois. Et donc, le truc, c'est qu'on va découvrir, ah ben tiens, j'ai mon jeu. Ah ben, dis donc, il y a du monde. Ah, il y a mon ombre. Ah, bon. Et c'est quoi, toi? T'es qui, toi? Ah ben lui, c'est l'inconscient. Ah bon, qu'est-ce que tu fous là? Il dit, moi, je gère quand toi, t'es pas, t'es occupé à autre chose. Ok, il y a quoi d'autre? Alors, selon Jung, ben, il y a le côté masculin. Ah ouais, puis il y a le côté féminin, l'animus, l'anima. Et tu te rends compte qu'en fait, le moi, il est composé de tous ces trucs-là. Et puis, après, si on fait une description avec l'énéagramme, on va se rendre compte que le moi, c'est 9 grandes familles d'intelligence, 9 grandes formes, en fait, de talent, d'appréhension du monde, de vision du monde, de positionnement, 9 modèles du monde émotionnel, tout ça. Tu dis, waouh, c'est hyper grand. Et en fait, on n'a pas assez d'une vie pour, en fait, aller voyager dans tout ce territoire. Et je ne parle pas d'aller voyager dans des pays étrangers, en fait, pour n'y aller qu'avec son jeu. Hein. Beaucoup de gens sont aussi capables de faire ça. Le plus grand voyage, il est en soi. Il est vers la complétude. Et en fait, le jeu, qui à l'origine est un bout de moi, en fait, est le bout de moi que je présente au système dans lequel je vis. Et en fait, si on regarde bien, il y a un parallèle entre le système dans lequel il y a je, qui en fait alimente le système pour que le système permette à moi ou à je de vivre. Eh bien, la complétude, c'est de changer de système. C'est-à-dire que le système ne va plus être un système extérieur où il y a papa, maman et des gens qui président à ma vie et des gens dont je suis le serviteur pour que eux me servent, en fait, mes fameuses cacahuètes à bourse, sécurité, reconnaissance. Mais moi, je vais commencer à me rendre compte que le système, en fait, c'est moi. Et c'est ce que Jung appelle passer en fait, du fait d'être systémique à l'individuation. C'est-à-dire que mon système, en fait, il est complet sans les autres. Donc, je vais devenir un système autonome qui va être capable de créer des associations avec d'autres systèmes autonomes. Mais très peu de gens le font. Très peu de gens. Il y a 10-15% des gens qui le font. Mais est-ce que, puisque tu évoquais encore l'énéagramme, est-ce que tu pourrais, pour un petit peu brosser le portrait vite fait en une question de chaque base, pour évoquer d'autres bases que le 6, Oui, bien sûr. et pour dire, il y a 9 formes d'intelligence, Ouais. à quelle question répondent ces 9 types d'intelligence? Oui, si on commence allez, par le 1, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 1 a l'intelligence de la perfection. Et c'est-à-dire, en fait, il veut que les choses soient parfaites. Donc, il a un moteur à l'intérieur, émotionnel, qui, en fait, il a la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Et il va être capable de se reconfigurer pour donner l'aspect qu'il est parfait, parce que l'erreur est absolument terrible pour lui. Donc, il veut aller vers la perfection. Son moteur, c'est de peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, les mécanismes qu'il met en place, en fait, pour ça, c'est l'apprentissage, c'est s'améliorer, c'est... en fait, voilà, si un jour, tu as une chérie ou des amis avec lesquels tu es en communication, ben, ils vont souvent t'inviter peut-être à faire une formation, comme ça on aura une meilleure communication, ou ah ben tiens, on pourrait faire une formation sur la sexualité, on aura une meilleure... Voilà. Donc, toujours tendre vers la perfection. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a ici tout un tas de matériel informatique et de matériel audiovisuel. Si demain, il y en a un qui tombe en panne et que tu te mets à réparer ça, il faut réparer ça en étant dans cette configuration-là, en étant dans la perfection. Donc là, tu as tes petites étiquettes, tes petits sachets, tu mets les vis de ça, de manière à ce que ce soit parfait. Parce que 99% de la réparation ne donnera pas 99% des résultats. C'est-à-dire ça marche ou ça marche pas. Tu vois, une caméra ou un ordinateur. Donc c'est une intelligence de la perfection, c'est-à-dire de zéro défaut. Voilà. Et ça, il y a plein de situations où c'est absolument nécessaire. Un chirurgien qui est en train d'opérer quelqu'un, il y va pas avec le côté fun en disant « Tiens, repasse-moi une bouteille. » C'est quoi? Ah, il est très bon, ton champagne. Alors, non, parce qu'il y a les petites veines, il faut aussi les raccommoder, quoi. Donc, la perfection.
Le 2, lui, c'est l'entraide. Il faut aider le monde. Il faut apporter le soutien, l'amour aux autres. En fait, il faut créer le lien. Et le lien, c'est en aidant, en aimant, en enveloppant, en prenant soin des autres qu'on va effectivement créer du lien. Alors, il est un peu animé par une émotion qui est en fait la peur du rejet. Donc, vu qu'il a peur d'être rejeté, en fait, il essaye de se rendre indispensable en apportant, en étant attentif aux besoins des autres. Mais ce truc dans le monde apporte aussi la solidarité. Ça apporte la connexion entre les gens, l'empathie, la sympathie. Et le fait que les gens ne sont pas des pauvres robots qui marchent sans être reliés aux autres, quoi. Donc, ils apportent cette dimension d'amour quand il y a une personne en base d'eux dans une salle. Tu vas voir, ça va rigoler, il va y avoir de l'amour, on va prendre soin des autres, et quelqu'un va passer avec une petite assiette en disant reprends-en, attends, t'as l'air d'avoir froid, tu veux que je te prête mon pull et tout ça. Donc, il y a, en fait, il montre l'intelligence du cœur, l'intelligence du lien, l'intelligence de l'amour des autres. Moi, j'ai été, je me souviens à une époque, très, très touché par une histoire qui m'est arrivée. Et j'ai vraiment mis un genou à terre, et j'avais une amie qui était dans cette dimension-là, qui se reconnaîtra si elle regarde, et qui m'a soutenu, mais d'une manière incroyable. Et elle me disait pas comment faut bien faire les choses, elle me disait non, elle était là à m'écouter, m'envelopper et accueillir ma peine, ma tristesse, ma difficulté. C'est enveloppant, quoi. Tu vois, c'est une couette, ce truc. Donc c'est l'intelligence relationnelle, d'amour du monde. Ensuite, il y a les 3 qui, eux, en fait, ont envie que les choses réussissent, que ça marche, que ça fonctionne. Voilà. Donc, si on se lance dans un truc, on y va et on va jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça marche. Donc, eux, c'est des gagnants, il faut que ça marche. Donc, ils sont animés par une peur de l'échec absolument incroyable. Mais ce qu'ils mettent en œuvre comme talent, c'est de la compétence, c'est de la compétition, c'est de la performance. Et donc, en fait, eux, quand ils prennent quelque chose en main, ils ont l'intelligence d'arc-bouter les ingrédients pour que ça marche et qu'au final, ça tourne. Donc, ils ne sont pas sensibles aux freins, ils ne sont pas sensibles aux difficultés, ils ne sont pas sensibles aux empêchements. Pour eux, tout ça, ce sont des occasions, en fait, d'être performants, d'être pertinents et d'avancer. Donc, eux, ils apportent le fait que ça va marcher, ça va fonctionner. Quand tu as quelqu'un qui porte un projet comme ça, eh bien, par la porte, par la fenêtre, ça va fonctionner. Donc, c'est l'intelligence de la réussite. Il y a un côté bulldozer au 3. Parfois. Ouais, il peut y avoir. Parfois, il peut y avoir un côté bulldozer. Heureusement, ils sont pas loin du 2. Donc aussi, eh bien, ils peuvent aussi bénéficier quand même de d'être attentifs aux autres, aux besoins des autres. Et parfois, ils vont mettre leur réussite, en étant juste à côté du 2, ils vont mettre leur réussite au service des autres. Et il y a de très belles choses. C'est-à-dire que tout ça, on peut le décrire d'une manière un peu négative, mais on peut le décrire aussi d'une manière extrêmement positive, c'est-à-dire leur contribution au monde, leur contribution, leur forme d'intelligence. C'est-à-dire que un 3, il se dit pas est-ce que ça va marcher ou pas. En fait, lui, il n'est pas en train de se poser des questions comme certains. Hein? Alors, mais lui, il se dit quels sont, de qui j'ai besoin, comment ça va marcher, quels ingrédients. Pour lui, ça va marcher. Peut-être il ne sait pas encore, mais en fait, il va comprendre, trouver les bonnes personnes pour que ça fonctionne. Donc, c'est l'intelligence de la réussite, absolument magnifique. Les 4, c'est l'intelligence. C'est un monde fantastique. Le 4, c'est la capacité d'observer ce qui est et de le transformer en émotion. Un paysage, un coucher de soleil. Donc, tout d'un coup, ça va être vécu du dedans. Et ça, c'est en fait ce qui permet ça, c'est un petit logiciel qui existe à l'intérieur d'eux, qui s'appelle l'introjection. Donc, ça va, en fait, l'événement extérieur va être introjecté et va être en fait, comme s'il était projeté dedans pour qu'il soit transformé en émotion. Et une fois qu'il est transformé en émotion, il va y avoir un phénomène de sublimation. Et la sublimation va faire que cette émotion du dedans
va être transformé en créativité, en art, de manière à ce que l'art puisse permettre aux autres de ressentir l'émotion que la personne a eue lors de son coucher de soleil. Donc ça veut dire que ce sont des créateurs visuels, auditifs, gustatifs, sensuels, sensoriels, pour créer chez les autres les émotions que eux ont su percevoir et que les autres ne sont pas capables de percevoir, parce que une scène n'est pas automatiquement génératrice pour tout le monde d'une grande émotion. Mais une fois qu'ils vont l'avoir capté, hop, ils vont le sublimer et donc faire de l'art. Et ce qui les motive, c'est la peur d'être banal. Ils ont une peur d'être banal parce que dans leur histoire, ils l'ont été, peut-être, ou ils ont la croyance, parce qu'en fait, il n'y a jamais rien de vrai, puisque ce sont des croyances qui sont sur des vrais événements, mais perçus à leur manière. Le sentiment qu'en fait, il y a eu, à un moment donné, un monde merveilleux qui générait cette densité émotionnelle et que ce moment-là, en fait, a disparu et qu'ils ont une forte envie de retrouver cette dimension, retrouver ce jardin d'Éden, en fait, qu'ils ont si bien connu. Et, j'irais, toute fadeur de la vie leur rappelle qu'ils ont perdu le jardin d'Éden et leur rappelle en même temps que c'est pas en étant dans la fadeur, dans l'ordinaire, dans le banal, qu'ils pourront un jour le retrouver. Donc il y a quelque chose de torturé, mais qui va automatiquement générer cette créativité émotionnelle et qui amène à ressentir profondément les choses. C'est absolument fantastique. Bah, du coup, je le prends bien parce que je pense, je peux pas être certain, mais je pense Ça te parle, ça te touche, ça Maître te Bati, pose. bah, bien entendu, Bon. oui. Bon. Après, il y a, oui, le côté torturé, je l'ai bien vécu, le côté Ouais. la sensibilité, je connais bien, le côté Eden perdu aussi. Cette base 4, ce qu'il y a de rigolo, c'est que le moment où je prends conscience de cette base 4, il y a déjà des éléments qui m'ont permis pas de la dépasser, mais Ouais. de la voir, d'avoir un peu de recul dessus. Ouais. Et donc, quand je la rencontre, elle est pas en pleine fusion, quoi. Ouais. Il y a un truc où je suis bien basé là-dessus, il y a pas de problème. Non, mais il y a déjà un petit décalage qui s'est créé, une Ouais. forme de distance. Mais il y a Ouais. aussi il y a une problématique fondamentale, c'est ça qui est rigolo quand j'ai découvert cette base-là, il y avait une double phrase qui disait simplement quand on est seul, alors on souffre de la solitude, et Ouais. quand on n'est pas seul, et ben à ce moment-là, on sait plus qui on est. Et j'ai cette problématique qui est encore active aujourd'hui, où si de manière uniforme tout le monde fait une chorégraphie, je suis incapable de rentrer dedans, c'est épidermique. J'en suis pas fier, hein. Non, mais C'est un truc que j'aimerais bien adoucir, ouais. mais je vois bien que c'est systématique. S'il y a un truc unanime qui est en train de se passer, moi je peux pas, quoi. Bon, bref, parenthèse passée. Non, mais c'est voilà, il y a vraiment de ça, quoi. Donc du truc banal, comme tout le monde. Il y a un sentiment de aspiration vers le vide, en fait, de disparition, hein, voilà, qui est chacun. Nous avons tous notre gouffre dans lequel on tombe comme dans les rêves, tu sais, quand on tombe d'une falaise, on en a tous, en fait. Et donc, oui, ce truc le sentiment de disparaître, si à un moment donné on est comme tout le monde, est terrifiant. Terrifiant, voilà. Pour quelqu'un d'autre, on dirait t'es con, c'est nul. Ben oui, mais pour celui qui le vit, c'est terrifiant. Et on a tous un gouffre, mais c'est pas le même. Voilà. Le 5, lui, il apporte en fait la dimension du temps et de l'espace. Il explore les choses à la fois dans leur grandeur, dans leur profondeur, dans leur éternité. Il est capable d'étudier beaucoup, en fait, l'évolution du monde pour qu'on comprenne le monde. Lui, il rajoute, tu sais, tout à l'heure, on disait que, ou c'était peut-être en dehors de cette conversation, que les années enseignent ce que les jours ne voient pas. Eh bien, eux, effectivement, c'est leur spécialité, en fait, de nous montrer peut-être l'évolution de l'humanité, l'évolution des galaxies, en fait, de comprendre en profondeur. C'est les gens qui vont étudier, pour qui le savoir est absolument capital, et le savoir exact
est capitale. Donc, ils apportent au monde les informations, la compréhension la plus précise sur ce qui se passe réellement dans ce monde. C'est une manière, c'est un refuge en fait, tout ce savoir, parce qu'ils ont peur d'être envahis à la fois par les autres et à la fois d'être envahis par leurs émotions. Donc leur tendance, c'est se lancer à corps perdu dans la compréhension du monde, hein, puisque c'est on va dire une position méta, une position extérieure. Je me souviens d'un gars comme ça que j'avais accompagné en entretien individuel, et puis un bon 5. Il était un peu stressé, tout ça. Et puis, j'ai dit, les trucs que vous faites plus. Il dit, ouais, je vais plus au cinéma. Je dis, ah bah, je vais retourner au cinéma, mon gars. Qu'est-ce que tu veux Et donc, il dit, ah ben, je vais y aller. Oui, vous avez raison, je vais aller au cinéma. Alors, il va au cinéma. Et puis, je le revois 15 jours après. Je dis, alors, vous avez été voir quoi il dit, je suis allé voir camping. Pour parking. Camping. Je dis, alors, vous êtes bien marré? Il dit non, pas spécialement, mais c'est une très belle étude de mœurs. Voilà. Donc là, j'avais trouvé ça formidable parce qu'il était resté tel qu'il était, donc à observer. Pour lui, il n'était pas là pour se marrer. En fait, c'est sociologique. C'était sociologique. Il a dit c'est formidable, c'est une très belle étude de mœurs et de voir un petit peu comment les gens sociologiquement sont pas toujours mélangeables quand même. Hein, voilà. Et donc c'était marrant. Il était resté distant. Voilà. Donc l'avantage d'un 5, s'il te dit quelque chose, t'as pas besoin d'aller vérifier. Il a été vérifié, il a bossé son sujet, donc. C'est vraiment des gens qui apportent cette précision, à la fois ils peuvent aller dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, dans l'infiniment loin, dans l'infiniment près, mais l'étude, hein, ça fait vraiment penser au film qui se passe dans un monastère, là, tu vois. Le nom de la rose. Le nom de la rose, Ouais, voilà. C'est cette énergie-là, affecte toute la beauté du livre et la valeur du livre, la valeur du savoir, avec, je ne sais plus comment il s'appelle, qui veut sauver les livres, parce qu'en fait, c'est un truc absolument formidable. Et c'est vrai que les livres, bon, maintenant il y a Internet, mais c'est vrai que les livres sont pour ces gens-là des sources de savoir. Hein, voilà. Mais ils aiment bien s'isoler quand même du monde. Hein. À chaque fois, je dirais, ils développent une qualité un peu par une fuite. Voilà, mais c'est valable pour chacun d'entre nous. Oui. Donc le 6, on en a déjà parlé. Bon, je pense que c'est pas la peine d'en reparler, mais ils amènent la prévoyance et l'envie d'instaurer des chefs, parce qu'on a besoin de chefs, mais on a besoin de chefs qui sont des gens fiables, loyaux. Voilà. Bon. Donc ils apportent ce truc-là. Bon, pourquoi leur moteur? C'est parce qu'ils ont peur. Et avec de bons chefs et de bonnes informations, on pourra prévoir un peu l'avenir. Le 7, lui, il apporte la gaieté, le côté joyeux, le côté sympa, le côté toujours des projets, le fun. Alors là, c'est le 7, c'est le petit parapluie qui est posé sur le cocktail, quoi, tu vois. Donc, c'est lui. Donc, lui, il apporte, il faut profiter de la vie, il faut profiter des plaisirs de la vie. Son moteur, en fait, c'est qu'il a vécu des trucs un peu pourris dans son enfance, liés vraiment à des structures de sécurité. Et en fait, il a été un peu traumatisé. Et en fait, il fuit ce truc qu'il a à l'intérieur en restant dans de la légèreté, dans les trucs qui vont vite. Tu vois, faut que ça fonce. Donc, sans ces gens-là, en fait, on ferait pas de pause, on goûterait pas ce nouveau foie gras, on goûterait pas, on donnerait pas comme la priorité le fait d'être en vacances, tu vois. Donc ils apportent toute cette légèreté et qui fait que on peut avoir fait un beau gâteau, mais il suffit pas d'être content de l'avoir réussi. En fait, il faut aussi le goûter. Le goûter avec de bons amis, avec un bon vin, avec goûter à un bon sport, goûter à un paysage. En fait, la vie nécessite d'être goûtée. Donc, ils vont ramener le plaisir physique, mais aussi le plaisir imaginatif. C'est des gens qui aiment avoir beaucoup de projets. En fait, la vie, c'est du choix. La vie, c'est des possibilités, et c'est des possibilités de jouir de la vie. Voilà. Donc, ce serait jouir avec plein de possibilités. Ça, c'est assez chouette, quoi. Ça a l'air sympa. Oui, ça a l'air sympa. Après, tu te rends bien compte que si tu as une famille à élever, tu as 4 gosses, et que toi, tu penses qu'aller faire du parapente, au bout d'un moment, celui qui reste à la maison,
il t'attend, quoi, aussi. Enfin, il a aussi envie que tu sois là. Et puis, en fait, bah oui, tu as fait du parapente, mais après, en fait, tu t'es rendu compte qu'il y a un pote qui t'a invité parce qu'en fait, il vient d'acheter un nouveau truc. Et donc, t'es en fait, bah, voilà. Et puis, en fait, t'es pas rentré pendant 2 jours parce qu'en fait, tu as été mené de plaisir en plaisir. Et puis, bah, l'autre à la maison, il s'est inquiété, quoi. Donc, bah, ça peut être marrant, mais est-ce que c'est vraiment marrant pour tout le monde? Voilà. Donc, c'est toujours ça, en fait. C'est une super valeur ajoutée. Et en même temps, s'il y a que ça, Eh ben, j'avais cette question avant de poursuivre sur le 8 et le 9, de ouais. me dire, quand tu évoques les caractéristiques, les penchants, les gouffres de chaque type, on se Mm. dit que ça peut correspondre aussi à des métiers, des vocations, et se dire que dans certains métiers, il doit y avoir un repère de base similaire. Ouais, Et non, mais c'est un peu ça, ouais. Oui, il y a des repères de malfaiteurs, bien sûr. est-ce Mm. que du coup, Mm. c'est quelque chose que tu as déjà rencontré? Et est-ce Oui. que ça peut être, euh, est-ce que ça peut être fonctionnel avec autant de monde de la même couleur? Non, c'est la merde. C'est la merde. Si on prend les hôpitaux, tout ça, tout le monde de l'aide, voilà, les hôpitaux, les maisons de retraite, etc., on sait qu'il y a beaucoup de base 2. Bon. Et qu'on étripe jusqu'à la moelle. Et normal, ils n'ont pas de besoin, ils sont là pour s'occuper des autres. Donc il est très difficile, même pour eux, de revendiquer qu'eux ont des besoins, parce qu'en fait, toute leur psychologie est basée sur le fait qu'en fait, eux n'avaient pas de besoin et que leur seul besoin, c'est de rendre service aux autres. Donc c'est très facile à presser comme des citrons. Donc ça veut dire que si on est un peu un enfoiré, on utilise en fait l'arc-boutement de la motivation de la personne pour lui en faire plus. Ouais, si le chef au-dessus c'est un 3, on est mal barré. Il y a 2 millions de burn-out en France, c'est certainement pas lié au phénomène de complétude. Tu vois. Mais au fait qu'à un moment donné, il y en a qui ont très bien compris dans la manipulation ou dans la manipulation professionnelle. En fait, c'est la manipulation professionnelle. Quand c'est personnel, on appelle ça manipulation, puis quand c'est professionnel, on appelle ça management. Et donc, le truc, c'est on a très bien appris à manager les jeux, à manager les personnalités. Mais si on commence à permettre à des gens, en fait, d'être soi, en fait, ils sont absolument plus maniables. Voilà. Mais on peut faire confiance à 15 à 20 années d'école qui ont amplifié la compétition, l'individualité et non pas l'individuation pour que les gens après soient extrêmement utilisables en fonction effectivement de leur personnalité. On va envoyer plutôt les 2 dans les hôpitaux, les 3, ils vont travailler à la banque. Et même si ça peut être une caricature, et j'assume le fait que ce soit une caricature, mais en observation, ce que tu dis est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver des noyaux. Hein, Oui, bien voilà. sûr. Dans le spectacle, on sait qu'il y a plus de Cat dans la chanson, machin, etc. Dans les théâtres de rue. Voilà. Et dans certains métiers. Voilà. Bon. On retrouve, voilà, si dans les chercheurs et tout ça, on a beaucoup de 5 en fait. Voilà. Sinon, s'ils sont chercheurs et qu'ils sont 3, en général, bon, ils peuvent pas rester dans le secret d'une étude trop longtemps, quoi. Tu vas vite les voir sur les plateaux de télévision en train de raconter qu'ils ont fait telle et telle recherche. Peut-être. Peut-être. Voilà. Du coup, bah, désolé pour cette interruption, mais on en était au 8 et c'était très agréable de faire ce petit détour. Le 8, il est la puissance et la force. Il est celui qui impose la loi, qui impose aussi un modèle du monde. Hein. Il est animé à l'intérieur par une peur d'être faible. Il a vécu des merdes d'humiliation quand il était petit, donc il s'est promis d'être fort et pour être fort, il faut qu'il s'impose en fait. Donc il a une vraie capacité de chef. Donc il a une vraie capacité à être celui qui mène des hommes et qui ne va pas laisser ses hommes devant et lui être derrière tranquillement. Dans le film avec Mel Gibson, mais voilà, comment s'appelle ce film où il est devant Brevard? Braveheart. Ouais. Bon, je le mettrais en 8 parce qu'il est devant, parce qu'il protège ses hommes, parce que en fait, si demain toi tu as un chef, bon, j'ai bien compris que tu n'avais pas l'intention de retourner au bureau, mais si tu avais un chef qui était 8 et que le grand directeur vient te voir et t'engueule, tu peux être sûr que ton chef va aller voir le directeur et il va dire, tu vois, ça c'est un gars de mon équipe.
Si tu as un problème avec ce gars, tu viens me voir moi, tu me donnes des coups. Moi, après, je verrai si je lui en redonne. Mais tu tapes pas directement sur mes gars. Tu peux me taper dessus, mais ça, c'est mon équipe et tu touches pas. Donc, il y a cette notion de clan et Ils sont très possessifs, hein, c'est leur loi, mais ils apportent le fait que l'ordre établi, eh ben, ils peuvent le bouger. L'abbé Pierre était là-dedans. Ils ont cette capacité à mener des grands combats, qui peuvent être des combats industriels, des combats politiques, voilà. Je suis assez admiratif, moi, qui suis un flippé de ces gens-là. Ils me font peur, mais je suis assez admiratif. Et le 9, lui, qui se trouve en haut de l'énéagramme, lui, il apporte quelque chose de l'ordre de l'harmonie. En fait, lui, il est d'accord avec tous. Et il apporte l'harmonie parce que, en fait, il a ce qui est le moteur chez lui, c'est qu'il a une peur viscérale des conflits. Donc, il va toujours essayer de trouver les points communs. Il est le médiateur, en fait. Lui, il va essayer d'arranger les choses. Il va essayer de faire que les choses s'organisent. Et dans son modèle du monde, les choses s'organisent. Enfin, tu vois, pour lui, la différence des gens, elle est OK, pourvu qu'on s'entende bien. Donc, il n'est pas jugeant. Il accueille le monde tel qu'il est. Il est un peu les bras ouverts. Quand on les taquine un peu en formation, moi je les appelle les caravanes. En fait, souvent, parce que quand il y en a un en formation, c'est qu'il est venu parce qu'il est accompagné de quelqu'un d'autre. Tu vois, mais rarement de sa propre initiative, quoi. Donc, ce sont des suiveurs, un peu comme une ombre. Voilà. C'est des gens avec lesquels on va se marier parce qu'ils sont cool, ils sont sympas, ils sont faciles, ils sont arrangeants. Et on va les quitter parce qu'ils sont cool, parce qu'ils sont sympas, parce qu'ils sont arrangeants, etc. En fait, parce qu'à un moment donné, tu as envie de leur dire, mais et toi, tu veux une glace ou tu veux un Paris-Brest? C'est comme ça t'arrange, chérie. C'est là où tu as envie qu'il existe à un moment donné. C'est pas son fort, parce que lui, son fort, c'est de trouver ce qu'il y a de commun à tout. Donc, il peut être absolument énervant et en même temps extrêmement apaisant. Je l'appelle aussi l'horloge du monde parce qu'en fait, il a son propre tempo. Tu peux pas lui foutre la pression. Si tu veux qu'il s'accélère, en fait, il se ralentit. C'est une machine inverse. Tu n'arrives jamais à manier ça, tu vois. C'est un truc épouvantablement génial. Bah, super. Bah, merci pour ce tour d'horizon, ce petit voyage à travers les bases, c'est cool. Ouais, avec plaisir. Et d'ailleurs, on pourrait même poursuivre un peu ce chemin-là en évoquant les sous-types, parce qu'il y en a moins. Il était gourmand. Mais oui, il y en a beaucoup moins. Parce qu'il y en a moins et que ça peut être plus facile à... Oui. Et une des raisons aussi pour lesquelles moi j'avais arrêté d'enseigner l'énéagramme, c'est que je ne connaissais pas les sous-types. Et j'ai eu l'occasion de vivre les sous-types avec un type qui s'appelle Peter Ohanan, qui est un Américain, qui venait faire 2 jours sur ce qu'on appelle les panels. Donc, c'est-à-dire on était une centaine, et puis il regroupe les gens, en fait, soit par base, soit par type, soit par sous-type, enfin, voilà. Et donc, on a des trucs à faire. Et à un moment donné, le type, je réponds à ta question en même temps. Hein. Ouais, je t'en prie. Et le type, il nous dit, vous allez vous mettre par groupe de 6. Alors on se réunit, tu vois, tous les 6 en même temps. Alors, on était tous comme ça, tous avec des yeux de suricate. Et on était tous un peu en train de se méfier les uns des autres. Enfin, c'était une ambiance un peu pourrie, en fait. Il ne se passait pas grand-chose. Et après, il nous dit, vous allez en fait pas vous mettre par type, mais par sous-type. Et alors là, une libération, parce que moi, je me suis retrouvé avec mon sous-type. Et en fait, on se rend compte qu'on est plus à l'aise avec son sous-type qu'avec son type. Alors, qu'est-ce qu'un sous-type ? Eh bien, en fait, ça remonte à notre tendre enfance. Si, lorsqu'on était bébé, il s'est produit un bug, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas marché selon l'enfant. Donc, quelque chose qui lui a généré des angoisses. Par exemple, par rapport à un bruit extérieur, par rapport au chaud, par rapport au froid, par rapport à la nourriture, par rapport à ses fringues, en tout cas quelque chose qui est de son environnement matériel, on va dire. S'il y a eu un bug, quelque chose qui n'a pas marché, peut-être il s'est fait brûler par un biberon trop chaud, enfin, tout est possible, tu vois, mais c'est des choses matérielles. Je me souviens d'un petit garçon qui avait eu un ballon qu'on gonfle, qui était tombé dans son landau et qui avait explosé à son visage, et ça lui a fait un traumatisme pendant plusieurs années. On avait soigné ça. Mais si, en fait, c'est un problème matériel, un bug matériel, eh bien, l'enfant, quand il va grandir, va toujours essayer de réparer ce bug. Et donc, va investir son énergie dans les choses matérielles.
Alors on pourra bien dire, bien évidemment, qu'il est matérialiste. En fait, c'est pas du tout ça. Il n'est pas matérialiste. Il a besoin, comme un message inconscient répétitif, il faut que l'environnement, ça marche. Il faut que l'environnement, ça marche. Il faut réparer l'environnement. Donc, en fonction de sa configuration, eh bien, il va essayer de construire un environnement qui, pour lui, est un bon environnement. Et un bon environnement, c'est un environnement dans lequel le bug va pas se produire. Mais lequel, il n'en sait rien. Il a peut-être un jour, il n'en a plus aucune mémoire. Il n'a pas une mémoire intellectuelle, mais il a une mémoire analogique, donc inconsciente. Et cette mémoire analogique, donc inconsciente, va se reproduire dans son environnement. Moi, j'ai un fils qui est Mass 3, mais type survie ou conservation. On appelle survie, conservation. Et donc, il est tout investi dans les choses matérielles. Son entreprise, sa maison. Les voitures, c'est lui? Voiture. Oui, Mais non, alors c'en est un autre. Ah, c'en est un autre. Là, quand il a créé son entreprise, il se reconnaîtra et c'est un type formidable. Il a créé une entreprise. C'est sans doute pour moi le meilleur fabricant de macarons français. Et il s'appelle Pierre Morel. Et donc, il y a dans le coin par ici des magasins qui en vendent. Et donc son entreprise, donc ses machines, sa voiture. Et quand il a créé son entreprise, la première chose qu'il a acheté, c'est une voiture. Très belle Mercedes. Je dis, pourquoi tu achètes une Mercedes? Il dit, voilà, tu comprends, quand tu vas voir un client, c'est quand même mieux. Ça. Je suis, oui, d'accord, ok. Mais en fait, c'est parce que il est là-dedans. Donc là, il a acheté une belle table en bois épaisse comme ça, en je sais plus quel bois. Mais en fait, et sa maison, il met beaucoup d'énergie dans sa maison. Son frigo est toujours plein à craquer. Les enfants, ils ont le lit qui va bien. Lui, tout va bien dans l'environnement. Et il faut que tout aille bien. Donc lui, son énergie, c'est que l'environnement doit aller bien. Donc il est moins attentif aux liens. Il est moins attentif à d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment la notion de survie. Les gens diront il est matérialiste, ce qui est faux. Deuxième sous-type, c'est le sous-type tête-à-tête. On l'appelle aussi one-to-one, donc c'est une manière un peu de montrer qu'on parle anglais. Et, donc, tu vois le truc. Et on l'appelle aussi type sexuel. Bon. Là, le bug a eu lieu, en règle générale, avec la maman. C'est-à-dire dans le moment où il y avait une relation très intense avec une personne. Le one-to-one, là, on fait un one-to-one. On est en train de discuter, on n'est que tous les deux. On est branchés, c'est intense, c'est là, c'est présent. Bon. Quelqu'un qui a eu un bug à ce moment-là, quand il était petit, dans la relation, va chercher à réparer ça. Et s'il cherche à réparer ça, il va s'investir dans la relation one-to-one. Et donc, on parle aussi de relations sexuelles parce que effectivement, c'est tellement intime, c'est tellement intense qu'on peut en fait presque associer ça à une relation intime, sensuelle, et qui peut même déboucher sur du sexuel en fonction de notre configuration. Mais si une femme est, par exemple, moi j'ai posé beaucoup la question, une femme est type tête-à-tête et qu'elle est en soirée, etc., eh bien, beaucoup d'hommes vont penser qu'ils l'allument. Alors que non, c'est juste une densité dans le regard, tu sais, une intensité entre nous. Tu vois, nos regards peuvent se soutenir. Voilà, oui, et c'est tellement rare que du coup c'est interprété. C'est pas rare. Non, mais c'est interprété, c'est interprétable. C'est pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, il prend 200 watts dans la gueule. Pour quelqu'un qui est là-dedans, c'est sa lumière du soleil, sa lumière du jour, c'est normal. Moi, je suis aussi en tête-à-tête. Donc, quand j'ai ça, quelqu'un avec qui il y a un tête-à-tête, je vois tout de suite s'il est tête-à-tête. Ça, on va le voir dans l'intensité de l'investissement dans le lien qui nous lie et la relation qui nous anime. Tu vois ? Donc, je sais que tu es tête-à-tête puisque tu soutiens le regard. Quelqu'un qui n'est pas tête-à-tête, en fait, il va parler d'autre chose. Il va dire, t'es bien arrivé, ça a été, il n'y a pas trop de bouchons. Hop, il va reparler de l'environnement, par exemple. Tu vois, mais il va pas, ça me fait plaisir de te voir, je suis content, c'est toi, t'es là, c'est trop bien. Voilà. Et en fait, d'investir dans la relation, de se rapprocher, tout d'un coup, tout le monde a disparu, plus rien. Il y a des gens, on est dans une soirée, on est tous les deux, il n'y a plus personne, il n'y a que toi et moi. Donc, ça, c'est quelqu'un qui va être
tête-à-tête qui va être comme ça. Donc, C'est mon bonheur dans les soirées de croiser des gens qui veulent bien faire ça. bah, bien sûr. Mais je vais te dire, moi, un truc qui m'arrive. Je suis allé à plein de congrès, tu sais, des trucs de PNL, machin, ou d'hypnose, machin, tu vois, tu y vas. Bon, la plupart du temps, je connais personne. Et tant que je connais personne et que j'ai pas fait un tête-à-tête, je suis angoissé. J'ai mon angoisse qui monte. Tu vois, je suis pas bien. Mais je vais faire un tête-à-tête avec le vigile. Je dirais, ça va, c'est pas trop dur, machin, tout ça. Et tout d'un coup, hop, ça y a eu le tête-à-tête, hop, ça y est. Après, je peux partir dans la salle parce que j'ai un tête-à-tête. Et être là parmi les gens sans faire de tête-à-tête, j'ai l'impression d'errer comme une âme en peine dans un pays qui n'est pas le mien. Mais donc, je vais chercher, même si je rencontrais dans cet endroit-là un type, tiens, je me dis, tiens, c'est l'autre connard. Merde. Mais je m'en fous. Je le connais, je vais aller faire un tête-à-tête avec lui parce que j'en ai besoin, parce que sans ça, je suis en apnée. Tu vois. Mais dès qu'il y a un tête-à-tête, ça y est, c'est reparti. Pour quelqu'un qui n'est pas tête-à-tête, il ne va pas chercher à faire ça. Mais quelqu'un qui est tête-à-tête, il va automatiquement chercher. Donc on va le voir par la densité du lien. Tu vois. Et autrement, il n'y a pas... avec mon fils, je pense à Pierre, par exemple, qui n'est pas tête-à-tête, ben, il ne va pas regarder, il ne me regarde pas. Il parle de trucs, machin, pop, pop, mais il n'y a pas, le regard ne s'arrête pas. La densité. Si, parfois, je ne sais pas, s'il a bu un coup, tu vois, hop, parce qu'on bascule, on a tout à l'intérieur, tu vois, donc en fonction je ne sais pas, tu bois un coup, mais c'est pareil, en fait, tu vois. Et donc, ça va modifier notre type, tu vois. Il y a des gens, tu vois, il y a des gens, par exemple, ils sont très froids, mais s'ils ont bu un coup, ils sont amoureux de tout le monde. C'est parce qu'en fait, Ça rétablit l'équilibre. ça rétablit l'équilibre, en fait. Alors, est-ce qu'il est vrai? Ben, en fait, il est vrai aussi quand il a bu, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense à Pierre, comme ça, il est très affectueux. On fait souvent des fêtes et tout ça. Hein. Moi, je suis 6 contacts en 7, donc j'ai pas quand même oublié de faire la fête. Et donc, voilà, si on boit un coup, on va être plus affectif. Certains, hop, vont ressortir leur affectif. Voilà. Parce qu'en fait, il était mis dans l'ombre. Voilà. Donc voilà pour le type tête-à-tête. Le 3, c'est en fait, l'enfant est petit, mais il est moins petit. En fait, dans son intégration dans la famille, frère, sœur, papa, tout ça, eh bien, s'il y a eu un bug, l'enfant a du mal à trouver sa place. Et donc, ça veut dire qu'ensuite, dans la société, il va se préoccuper de sa place dans le social. On dit que c'est un sous-type social. Et donc, il va, en fait, chercher à trouver sa place dans le social. Si on a affaire à un 3, il va essayer, par exemple, de trouver la place de celui qui réussit. Donc, il va vouloir être patron, il va vouloir être président. Tu vois, un type qui est un peu tordu, il va vouloir être président. Ou, en fait, il va chercher à toujours trouver la place de prestige, qui montre, grâce à sa place sociale, en fait, qu'il a réussi. Alors que si c'est un 3 type survie, eh bien, en fait, il va montrer au travers sa télévision, sa machin, sa télécommande. Là, t'es en train de manger chez lui, il prend sa télécommande, il appuie dessus, il dit « Ah merde, je voulais en fait sortir la cave du sol. » Et à chaque fois, en fait, c'est la piscine qui s'ouvre. C'est du matériel américain. En fait, je suis le premier à voir ça en France. Ils n'ont pas encore traduit en fait le mode d'emploi, donc je me trompe. L'autre fois, pareil, je voulais sortir le vin et c'est en fait l'aire de jeu des enfants en fait qui s'est allumé. C'est des trucs à la con. Voilà, enfin bon, c'est pas grave. Tu disais, voilà. Et du coup, je me pose la question de savoir si les sous-types, c'est pas du contrephobique, finalement. Non, c'est pas façon- c'est pas du contrephobique. C'est dans quoi la personne, c'est-à-dire entre l'environnement, la relation à l'autre, la relation aux autres, qu'est-ce qu'elle privilégie? Dans quoi, en fait, qu'est-ce qu'elle essaye de réparer? Voilà. Et donc, ça va vraiment générer son investissement. Ça veut dire que si tu passes une soirée avec des gens qui sont plutôt conservation, tu vas discuter de trucs d'environnement. Par exemple, chiffon, ou moi, on va se brancher matériel. On va brancher panneaux solaires, que des choses qui nous entourent. Bagnole, contrôle technique, machin. Si c'est des gens qui sont tête à tête, ça va être beaucoup plus, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le lien à l'autre? Mais t'as entendu que machine, en fait, avec son mari, c'est pas facile, hein? Ah ils sont en tension, là. Les enfants, ils souffrent. Hein. Dis donc, voilà. Moi, j'ai vu la petite l'autre jour, on a parlé. Dis donc, c'est pas facile pour elle. Hein. Tu vois, ça va être ça, les discussions. Alors qu'autrement, si on est type social, en fait, ça va être... mais il se présente, machin, ou pas, là? Parce qu'en fait, il n'avait pas dit... parce qu'il était conseiller général, en fait. Il va en député ou pas? Qu'est-ce qu'il fait?
Voilà. Donc, on va être beaucoup plus sur la place sociale, tu vois. Mais c'est pas le contrephobique, c'est pas ça. Non. En fait, moi, je mettais ce mot-là de contrephobique puisque j'explique juste pour voir si ça tient la route quand même, mon histoire. Vas-y, carrément. Je me disais, c'est un bug premier qui crée un appétit ensuite pour réparer. Et que donc, c'est pas un événement qui va te faire te terrer dans ton terrier et plus jamais bouger et plus jamais essayer le Non, truc. bien au contraire. Et justement, c'est pour ça que oui, d'accord, je comprends j'éclairais ce que comme tu ça. dis. Contrephobique dans le fait d'attaquer le problème. Oui, dans le Oui, fait de dire, je carrément, suis mais t'as raison. préoccupé par... Oui. Ok. Je pense pas qu'on puisse appeler ça contrephobique. Non, mais la oui, je manière dont tu m'amusais en avec parles- les mots Ouais, mais qu'on a absolument déjà génial. évoqués. Absolument génial. C'est un bug que tu attaques, en fait. Tu peux passer toute ta vie à t'investir dans ta vie parce qu'un biberon t'a coulé sur le bord de la main. Oh putain, tu te dis, ouais, en fait, tu as tout essayé de mettre nickel partout. Le 4 que tu es, par exemple, va essayer d'avoir un environnement plutôt un peu différent des autres, s'il est type survie. La personne en 1 va essayer d'avoir un environnement impeccable, des enfants impeccables, un chien impeccable, un petit 2 impeccable, tout impeccable. Voilà, moi, je vais avoir un environnement sécurisé, en fait, tu vois, voilà. Voilà. Donc, j'ai peut-être quelques réserves de bouffe ou des trucs comme ça, tu vois, on ne sait jamais. Voilà. Donc, parce que je suis un peu survie aussi. Quelqu'un qui est 7, ben, il a plein de trucs cool. Il a un environnement, il a une planche à voile, il fait un peu de batterie, il a une super cave en fait dans laquelle il a en fait plusieurs années de machin. Et en fait, il y a plein de trucs vachement sympas. Il a une table comme ça, 4 mètres de long pour inviter les potes. En fait, tout est impeccable. Il fait des trucs super, c'est cool. Voilà, on voit la richesse en fait déjà. C'est une petite ébauche là. On Ouais. va pas à fond dans les détails et Ouais. tout ça évidemment, mais on voit la richesse avec laquelle on peut jongler entre les différents éléments et Carrément. la forme géométrique qui est à la base de l'énéagramme, elle laisse bien voir ça, que ça va pouvoir discuter dans plein de sens en Ah, fait. ça discute de partout. En fait, et je trouve que même, tu sais que le néagramme aurait 4500 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais commercialement, c'est très bon. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que la forme géométrique, elle est très récente. Elle est du siècle dernier. Moi, je trouve que c'est une connerie. Il faudrait pas. En fait, parce que c'est une limite. Tu vois, les gens disent, oui, mais alors, il faut prendre contre-flèche ou la flèche. Oh, putain. Il faut que tu sortes de chez toi, déjà. Ce serait pas mal. Tu vois. Mais autrement, on va essayer de comprendre l'énéagramme, qui est un truc qui est très compliqué. Et donc, en fait, tu dis, bah, en fait, ouais, est-ce qu'un jour, il y aura le déclic en fait, ouais, est-ce qu'en étudiant l'énéagramme, un jour, j'aurai le déclic? Non. Non. Dans 3 formations, tu auras une facture. C'est tout ce que tu auras. Donc, le truc, mais il n'y aura pas de déclic. Le déclic, tu l'auras si tu sors de chez toi. Donc, il faut arrêter d'étudier l'énéagramme. À un moment donné, il faut sortir de la maison, ou pour certains, y rentrer, parce qu'en fait, pour certains, l'axe de progrès, c'est l'inverse. Mais moi, il faut que je sorte. En fait, il faut que je parte à l'aventure. Il faut que je vienne ici. Moi, je connais l'énéagramme, je me découvre non pas en étudiant l'énéagramme, mais en venant ici. Il y a une équipe, il y a des gens qui, en fait, voilà, c'est un peu stressant pour moi dans mon modèle du monde. C'est pas du connu, c'est de l'inconnu. C'est comme ça qu'on fait de l'énéagramme. C'est en allant, en fait, dans sa zone d'inconnu, d'inconfort. C'est ça l'énéagramme. L'énéagramme, c'est de laisser, si la sécurité était une pièce, alors il y a une trappe pour l'insécurité. Il me semble que vouloir étudier l'énéagramme, c'est avoir une quête derrière peut y avoir une quête en tout cas de se contrôler, mais dans le sens de devenir quelqu'un de bien, de correspondre à des critères qui font qu'on va être quelqu'un de bien avec ce qu'on a compris. Selon qui? Selon quoi? Ouais. Et donc Sinon, du on tombe coup, dans le bobo spirituel. c'est là où, oui, mais justement, bah, c'est intéressant d'en parler quand on aborde des sujets On a comme le droit ceci. de devenir un connard. Il y a aucun. Le développement personnel doit nous permettre de nous nourrir des moyens pour devenir un connard. Elle doit nous donner les moyens de devenir un poivreau. En fait, on devient qui on veut. L'idée de devenir quelqu'un de bien avec toutes les règles de machin, etc. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir ça? C'est le diktat, en fait. C'est l'enfermement du développement personnel. On a le droit de finir alcoolo, en fait. Merde, alors. Donc, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de définition d'être un type bien. Le type bien que moi, j'ai envie de devenir, ou le type que j'ai envie de devenir, il va peut-être avoir à aller, je sais pas, moi, goûter des drogues que j'ai jamais goûtées, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Tu vois, plutôt que, je sais pas, de finir dans un ashram ou je sais pas quoi. Mais je suis très content justement qu'il y ait cette. À chaque entretien, j'essaie qu'il y ait ce moment-là où en fait on n'est pas en train de suivre des recettes pour devenir quelqu'un de bien.
on est en train de se demander comment on peut se rencontrer. Et quand on se rencontre, à des moments, on a des aspérités, on est un fiefé connard dans une On partie fait de ce qu'on son veut. On a fonctionnement. le droit de faire un plat dégueulasse parce que, je sais pas, il y a quelqu'un dans la salle qu'on n'aime pas, on a envie de faire un plat de merde. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de faire ça? Donc, c'est pas les recettes qu'il faut apprendre, c'est les principes. Et les principes, ils sont simples. Les choses grandissent avec amour. Tu veux voir la vérité en face, laisse tomber ton orgueil. Tu veux continuer d'être intelligent, développe de l'humour. Voilà, ça c'est les grands principes. Et après, pars à l'aventure, fais ce que tu veux. Mais les recettes, tu vois, le principe de la recette, c'est une connerie. Parce que si tu n'as qu'un livre de recettes, tu regardes ton frigo, tu regardes ton livre de recettes. Tu dis, j'ai ça, ah ben non, j'ai pas ça. Ah ben non, j'ai ça, il me manque ça. J'ai ça, il me manque ça. En fait, avec des recettes, si tu manques un ingrédient, tu peux pas cuisiner. Mais quand tu as les principes de cuisine, tu ouvres ton frigo, tu n'as pas besoin de recettes. Tu dis, j'ai ça, 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 avec les principes qui sont les miens, Bien tu dois sûr. pouvoir cuisiner un truc Bah, qui va avoir de c'est la une gueule. super métaphore Voilà. parce qu'en Mais fait, ouais. Mais arrêtons d'apprendre des recettes, bossons les principes. dans ce que j'évoquais comme étant l'étape 2, c'est-à-dire l'étiquette qui vient se coller sur notre front, en fait, Ouais. on peut avoir ce réflexe-là de Oui. rencontrer l'étiquette et de dire, pour être comme c'est marqué, il va falloir que je corresponde aussi aux critères qui ne me ressemblent pas quand je découvre. Si tu veux. Et on peut s'astreindre à devenir le produit de la recette ou à coller Ouais. au truc qu'on a compris en disant si je veux être un bon autiste, il faut que je sois en plus de ça, si je veux être un bon surdoué. Parce qu'après, il faut, Ah oui, il faut si on se faut contente, cocher les cases. Hein. admettons dans une réalité virtuelle où je fais uniquement partie de la communauté des gens qui me ressemblent, il faut que je sois parfait dans cette étiquette-là. Il faut que j'ai tous les critères, qu'on puisse les vérifier et ne pas mettre en doute mon appartenance, parce que sinon c'est foutu, quoi. C'est la même coincerie, si on peut dire, que de vouloir ensuite devenir une personne évoluée. En fait, non, on n'est pas obligé. On a le droit d'aller vivre les choses les plus basiques, en fait. Aucun problème. Aucun problème. Les plus basiques. J'aime cette... c'est une chanson de Linda Lemay qui dit « Je suis sage ». Et elle raconte, en fait, toutes les choses qu'elle a envie de vivre et qui ne sont pas des choses qui vont se rapprocher de la spiritualité, mais les choses les plus basiques que sa sagesse lui a empêché en fait de vivre parce que je suis sage. Voilà. Et en fait, c'est ça aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de faire du développement personnel pour apprendre à envoyer chier. Voilà. Et pour dire va te faire foutre. Voilà, et pas apprendre en communication non violente à dire, tu sais, lorsque tu ça fait ça, moi j'aurais besoin parce que je me sens, je te demande si. Non, voilà. L'idée, si tu veux, c'est comme la grenouille qui sait pas nager. Elle habitait sur un nénuphar, elle sait pas nager. Alors le seul moyen qu'elle a de changer, c'est de changer de nénuphar. Alors on avait une personnalité qui était la nôtre, hein, qui était le fruit de notre histoire. Et maintenant, on va rentrer sur une personnalité évoluée, donc de bobo spirituel, etc. Donc, on passe de quelqu'un qui était un tout petit bout de nous à là, vraiment, quelqu'un qui n'est pas nous. Et c'est encore pire, tu vois. La vocation de la grenouille n'est pas de sauter de nénuphar en nénuphar. C'est un amphibien. En fait, il est fait aussi pour aller dans l'eau. Donc, nous, en fait, il faut qu'on apprenne à nager et non pas à trouver un nénuphar plus confortable. Et donc, apprendre à nager, va falloir beaucoup d'amour, beaucoup d'humour et beaucoup d'humilité. Et puis, c'est de vivre. En fait, tu veux grandir, il n'y a pas de théorie là-dessus. Il n'y en a pas. Voilà. Il y a quelques recettes. Et la recette, c'est tu veux vivre, ben vis. Voilà. Et puis, il n'y a pas d'autre moyen. Tu veux que ce soit moins dur, mets de l'amour. Tu veux que ce soit encore moins dur, mets de l'humour. Tu veux que ce soit encore moins dur et plus efficace. Alors là, tu mets de l'humilité. Mais c'est tout. Tu vois. Donc, il faut faire gaffe. C'est un piège monumental, le développement personnel. Parce que c'est la fuite. C'est-à-dire, je passe d'un personnage dont je ne veux plus, que je n'aime plus, à un personnage qui, en fait, est très, très, très bien vu dans une petite partie du monde, dans une certaine communauté, dans laquelle j'aurai ma place. Mais je suis obligé, par contre, de ne fréquenter que cette communauté-là, parce que dans le monde normal, en fait, c'est juste une caricature. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, pour que cette communauté-là existe, il faut bien qu'elle ait un contraste avec le reste du monde. Donc, il y a aussi cet état de fait-là. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus Non, mais non plus. c'est le grand drame. Hein. Oui. Pour moi, c'est le grand drame du développement personnel. Il y a une petite phrase que j'aimais bien qui disait, en fait, le développement personnel, c'est le jouet du néolibéralisme. Pendant ce temps-là, ils feront pas chier.
Eh ben, ça me permet d'aller dans un endroit où j'avais pas prévu d'aller. En me disant, la prochaine question qui me vient. Non, mais en Non, plus, mais il y a vas-y, plein de questions qui magnifique. n'étaient pas prévues. Mais là, je me dis, j'ai entendu la phrase, c'était de la bouche de François Bégodeau, que j'aime beaucoup par ailleurs, dans sa Hein? façon de. Quand il a la parole et qu'il peut l'avoir longtemps, il est très intéressant. Ouais, Quand il est en contact avec les autres, je suis moins d'accord. Mais on s'en ouais, fiche. oui. Tout simplement, il a dit cette phrase, il a dit, quand c'est psychologique, c'est pas politique. Et ça m'a marqué parce que j'avais jamais entendu ça dit si simplement. Et j'ai Ouais, l'impression que dans ce qui m'anime, il y a la volonté de faire un peu des deux. ouais. Euh, Mais qu'est-ce que tu comprends, toi, parce que je ne sais pas si je comprends en fait cette phrase, quand tu dis quand c'est psychologique, c'est pas politique. C'est-à-dire que la politique, elle va s'occuper du commun, donc du collectif. Oui. Et le psychologique va s'occuper du personnel D'accord, ok, et ok, c'est faire dans ce sens-là. Ok. et faire peser toute la responsabilité de notre réalité, soit sur le collectif en disant il faut qu'on change les règles, Ouais. ou à l'intérieur de soi en disant il faut que je me bouge moi Ok, pour ok, ok. voilà. Mhm. Et donc il y avait cette opposition qui était faite en disant c'est quand vous êtes en train de faire du psychologique, vous êtes en train de tuer le politique, parce que lui, il est plutôt du côté politique dans son Mhm. envie de déployer ses idées. Ouais. Elles vont plutôt dans ce sens-là. Et il me semble que cette opposition, elle m'a percuté, et en même temps, je trouve ça chouette de l'avoir entendue parce que je Ouais. prends bien garde à essayer de pas Oui, 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 ça va rester aussi. Je connaissais pas cette phrase, aller mais trop dans un sens, ouais, ouais. ouais, ça me parle. Il y a aussi, bah, on va y aller, hein, du coup, sur des mots que j'ai entendus et qui me font réagir. Je suis pas le seul à réagir. J'ai trouvé quelques belles réactions aussi. La notion d'auto-sabotage qui est beaucoup utilisée Ouais. et qui pour moi reviendrait à dire, et d'ailleurs c'est pas de moi, c'est de Bhaskar, je le cite et je l'inviterai sans doute un jour, mais qui dit cette notion d'auto-sabotage, ça fait exister une partie de moi qui me voudrait du mal, et ça je suis pas d'accord. Je trouve ça super intéressant. L'autosabotage ferait exister une partie de moi qui me veut du mal. Oui, Non, il y a pas de, dans mon modèle du monde, il n'y a pas de partie de moi qui me veut du mal. c'est pour ça que la notion d'auto-sabotage qui est très en vogue est potentiellement Non, il y a des parties un de peu moi il y dangereuse. a des parties de moi qui sont dans un niveau de relation très dégradé. Mhm. Mais de la même manière que si dans une famille de 4 enfants, par exemple, il y en a un qui aime les pommes, l'autre qui aime les yaourts, l'autre qui aime les crèmes et l'autre qui aime les glaces. Et imaginons que les parents achètent toujours pommes, crèmes et yaourts, pommes, crèmes, yaourts, mais jamais de glace. Imagine quel va être le comportement de celui-là. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il va en vouloir du mal. Mais c'est parce qu'il trouve que c'est injuste. Oui, En fait, il va aller pisser dans les yaourts de son frangin, c'est sûr, au bout d'un moment. Mais il lui veut pas de mal, en bien fait. sûr. C'est la stratégie, c'est une stratégie du mal, parce qu'il voudrait, en fait, qu'on prenne en bien, en fait, En lui, considération. en Hmm. considération, en fait, son besoin à lui. Alors, on va dire que c'est du sabotage, mais il y a pas de... la finalité, elle est de survivre et de ne pas souffrir. Ouais. Hein, à partir du moment où ça vient de notre inconscient. Donc, dans tout ce qui est inconscient, survivre et ne pas souffrir. Les stratégies utilisées à l'intérieur peuvent être du sabotage. Mais je dirais, c'est un sabotage parce qu'il y a une relation dégradée. En fait, c'est deux parties euh, qui utilisent désormais des moyens un peu plus intenses pour essayer d'exister. Oui, mais c'est très juste. Tu Et vois. c'est pour ça que quand on parle d'auto-sabotage, on oublie cette nuance possible de dire Mhm. s'il y a quelque chose qui grince, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Et donc, Et pour c'est être une vu, tentative il grince. de vivre. C'est une Ouais. tentative euh, de prendre sa place. Donc, on a plusieurs parties à l'intérieur de nous. Moi, j'ai des parties qui sont en charge de ma liberté, d'autres qui sont en charge plutôt de ma sécurité, d'autres plutôt de ma reconnaissance, etc. Donc, elles n'ont pas les mêmes aspirations et chacune est absolument convaincue, si je la prends d'une manière subjective, c'est-à-dire individuelle, que pour être heureux, pour que Daniel soit heureux, il faut qu'il soit en sécurité. Alors, je vais voir l'autre, je dis, toi, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, non, 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 non. Ah non, ça, c'est des conneries. Pour que Daniel soit heureux, il faut qu'il soit reconnu. Ah ouais, d'accord. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? Et puis chacune a sa version. Oui, bien Et en sûr. fait, elles ont toutes une très bonne version. Si je vais voir une partie de moi, eh bien, je vais voir, je suis subjectif. Chaque partie est subjective. La seule personne qui peut être objective,
c'est l'identité qui est en relation avec toutes ces subjectivités. Et c'est l'ensemble de la connexion avec les subjectivités qui génère l'objectivité. Et tant qu'il n'y a personne d'objectif à l'intérieur de moi, eh bien, ce sont des subjectivités qui se battent. Voilà. Donc, mon boulot, c'est d'aller chercher du 9 aussi, parfois, et un peu de 8 en disant oh, et aller chercher un peu de 1. Attention, il y a des méthodes. Et de manière à ce que, à l'intérieur, ça commence, en fait, à s'exprimer. De manière à ce que l'enfant qui a pissé dans le yaourt de son frère ne soit pas condamné comme un saboteur, mais comme quelqu'un qui veut exister. On lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, pour faire chier mon frère. Oui, mais ça, c'est comment t'as fait ça? C'est en faisant chier ton frère. Mais au fait, au fond, tu veux quoi? Il dit, je voudrais ma glace. Je voudrais ma glace. Et donc, sa stratégie, ça a été de pisser dans le yaourt de son frère pour faire du sabotage, pour que le système réagisse en regardant son propre besoin. Donc, ce ne sont que des tentatives faites pour attirer mettre l'attention. plus de vie. Mmh. Et c'est parce que, en fait, la violence de cette partie, elle est liée, en fait, à la violence qu'elle a reçue et qui est l'ingrédient qu'elle utilise la plupart du temps, en fait, pour faire face à la violence qu'elle a reçue d'être ignorée. Voilà, c'est ce que je peux dire de ça. Ben, super, merci. Ouais. Et même, j'ai eu l'impression que tu expliquais ce que je faisais en séance avec d'autres mots. Du coup, je vais réécouter ce passage et j'aurai peut-être Ouais. des trucs pour le rendre plus accessible en l'expliquant de façon concise. D'une autre façon. Quand des besoins sont bafoués, ça va générer une frustration. Quand la frustration s'installe, ça va générer une violence. Et la violence, en fait, c'est ça qu'on appelle souvent l'autosabotage. C'est tout le travail de Pierce qui avait fait ça avec des enfants en sortie de camps de concentration qui s'étaient suradaptés pour survivre. Ils s'étaient tellement suradaptés pour survivre que quand ils ont été libérés, ils étaient violents envers eux-mêmes ou envers les autres. Et Peirce s'est dit, mais pourquoi ces enfants sont violents? Alors qu'en fait, pourquoi est-ce qu'ils se détruisent? Ou est-ce qu'ils détruisent les autres? Mais en fait, c'est parce qu'ils n'avaient plus contact avec leurs propres besoins à force de se suradapter. Et quand on est tellement suradapté, on n'a plus contact avec ses propres besoins, ce qui génère la frustration. Et la frustration s'installant, elle génère en fait du sabotage, de la violence, et qui est en fait l'expression de la souffrance de la personne coupée de ses propres besoins. Et donc, pour moi, c'est ça. C'est un futur accès aux besoins. Ah, tout à fait. Potentiel. Et en fait, il faut suivre ce chemin qui est très, très délicat et qu'a très bien fait Peirce dans un exercice qu'on utilise en PNL qui s'appelle le recadrage en 6 étapes, où on part d'une représentation et d'une sensation et on va aller rechercher le besoin qui est caché derrière. C'est un super travail qui n'est pas facile à mener parce qu'il n'est pas facile à comprendre. Ok. Ouais. Mais là, pour le coup, autant en énéagramme, je suis un néophyte, autant en PNL, je suis un ignorant complet. J'y connais rien du tout. Donc, mais Bon c'est un ensemble de techniques. Je dirais, en fait, nous n'avons qu'un seul problème. Ce sont des problèmes de communication envers soi-même. Voilà. Donc, la PNL ramène des outils de communication avec nous-mêmes. Donc, alors, on a beaucoup vendu ça comme des outils de communication avec les autres. Mais ce ne sont que des outils de communication avec soi-même qui sont basés sur un seul autre outil qui s'appelle la question. Donc, la question étant organisée d'une manière spéciale, on appelle ça un exercice. Et cet exercice, c'est un exercice de communication avec soi. Parce qu'on n'a qu'un seul outil, c'est la question. Souvent, les gens me disent, alors, à la fin d'un maître praticien en PNL, on a quoi comme compétence? Je dis normalement 3. Poser de bonnes questions, fermer sa gueule et observer. Et quand on observe, on saura quelle est la question qu'on a à poser après. Mais si on a fermé sa gueule. Et donc, c'est un seul outil, mais quand il est bien orchestré, la question, quand elle est bien orchestrée, ça s'appelle un outil. ok. Voilà. Tout à l'heure, tu l'évoquais à demi-mot, mais peut-être qu'on pourrait développer un peu là-dessus. J'avais écrit comme question, ce que je n'aime pas chez les autres, c'est ce que je m'interdis d'incarner. Qu'est-ce que ça t'évoque? Oui, c'est dans mon monde, hein, une fois de plus, tu vois, moi pas détenir vérité, moi parler de ce que je comprends. Tu vois. Quand on est petit, dans mon monde, pour s'adapter, on développe un personnage. C'est-à-dire, c'est un personnage, c'est un bout de moi, mais c'est une douce et tendre sélection de ce qui nous pense, de ce qu'on croit qui va marcher à proposer aux autres pour que les autres nous donnent amour, sécurité et reconnaissance. Voilà.
Alors, pour mettre ça en lumière des autres, au regard des autres, eh bien, il nous a fallu aussi mettre des choses dans l'ombre. Il a fallu en planquer. Tu vois, si moi qui arrive dans une famille plutôt, tu vois, paysan de gauche, machin, pas de thunes et tout ça, t'arrives pas avec en disant, moi quand je serai grand, j'aurai 4 piscines. Non, là, sinon tu vas te coucher tout de suite. Tu vois, c'est fini, ton repas est terminé. Tu vois, jusqu'à ce qu'on t'ait remis dans le droit chemin. Et donc, tes envies de grandeur, bon ben ça, tu les gardes. Bon, donc tu mets ça dans l'ombre. Donc tu mets ça dans l'ombre. Alors tu vas réprimer. Et réprimer ne veut pas dire supprimer. Bon, donc c'est planqué. Mais des fois, c'est tellement bien planqué, tu sais, des fois, tu as planqué un truc, tu sais. Tu dis, mais je l'ai planqué où, en fait? En fait, tu l'as tellement bien planqué que tu sais plus où tu l'as planqué. Voilà. Donc tu te dis, bah merde. Moi, j'ai ça avec j'ai une petite caméra comme ça, et je pense que je l'ai planqué. C'est mon côté 6. Et je dis, ben merde, je sais plus où je l'ai planqué. Bon. Et elle a pourtant pas disparu, mais je n'y ai pas accès. Bon. Et quand je vois toutes vos caméras, ça me rappelle, moi, que, oh putain, j'ai pas aimé la mienne. Mais donc, ce qui fait que si certaines qualités, parce qu'en fait, avoir envie de belles choses, c'est une qualité. Mais si cette qualité, tu sens qu'elle n'est pas accueillie, ça va pas être accueilli. Tu vas perdre amour, sécurité, reconnaissance, tu auras moins de cacahuètes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ce truc, tu le mets de côté. Parce que c'est pas accueilli. Parce que tu dis, si je me pointe avec ça, je vais pas être aimé. C'est pas accueilli. Bon. Alors tu dis, bon, je le mets de côté. Ça veut dire que toi-même, tu dis, en fait, si je suis porteur de ça, oh putain, je suis pas aimable. Je suis pas accueillable. Bon. Donc, je n'aime pas ce côté-là. Je n'accueille pas ce côté-là. Donc, je le planque dans l'ombre. Et puis, je le planque tellement bien que c'est mon inconscient qui gère. Et mon inconscient, lui, il est d'une intelligence remarquable. Faut pas lui demander d'être discernant. Là, le discernement, il est nul. Mais en termes d'intelligence opérationnelle, il est trop cool. Parce que tout d'un coup, tu as quelqu'un qui est là et puis il est en train de discuter, il dit ouais, moi je me suis acheté une super Mercedes, puis là je pense que ouais, j'ai envie, puis je vais agrandir mon garage, et puis en fait je voudrais mettre une Ford Mustang, et sans doute une Corvette Stingray, je pense, ouais, les 68, 69. Je me dis, quel connard, putain, quel connard ce mec. T'as vu comment il est là, avec ses bagnoles et tout ça, là, quel pauvre type. Ouais. Il n'est pas là dans les choses importantes, c'est les combats qu'il faut mener dans la vie. Tu vois, le mec, il est là, tu vois, il pense qu'à sa gueule avec ses bagnoles et tout ça. Alors ce type, tu le détestes, en fait, parce qu'il possède, en fait, et Bernardo, enfin, moi, Bernardo, excuse-moi, mais mon inconscient, je l'appelle Bernardo. Donc, mon inconscient, lui, il m'envoie ça, cette image-là. Et il m'envoie en même temps, en fait, la relation que moi j'ai avec ce désir-là, en fait, c'est la même relation que je mets sur ce type-là. En fait, j'ai du mépris pour lui. Je dis, t'as vu? Mais en fait, c'est le mépris que mes parents avaient pour la qualité que moi je voulais avoir et que j'ai cru, en fait, qu'il ne fallait pas que j'aie. Alors, je la mets de côté. Donc, moi aussi, j'ai du mépris. Comme j'ai du mépris pour ce type. En fait, c'est une grande histoire de mépris. Il y a une petite phrase que j'adore. Nos défauts ne sont que des qualités avec lesquelles nous entretenons de très mauvaises relations. Et ça, c'est essentiel de savoir ça. Parce que avoir ce désir de belles choses, ce désir de choses peut-être luxueuses, rares, c'est une qualité lorsqu'elle est utilisée à bon escient. Mais si j'ai une mauvaise relation, ben je vais considérer que c'est un défaut. Et donc, quand cette qualité existera chez quelqu'un, je lui attribuerai le défaut de cette qualité. Et c'est pour ça, et j'aurai exactement le même ressenti, mais au millimètre, tu peux prendre un pied à coulisses, que j'ai le même ressenti avec cette personne, en fait, que j'ai avec ce désir-là. Mais c'est dans l'ombre. Et si c'est dans l'ombre, si ça a été refoulé, mais pas trop, bah, ça reste un petit peu. Ah oui, il m'énerve, moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. C'est-à-dire que c'est pas trop disparu, c'est pas trop réprimé. Mais si tu dis, ouais, t'as vu, machin. Je me suis demandé pourquoi je détestais autant Macron. Et donc, c'est un exemple, voilà. En fait, c'est la toute-puissance.
Moi, dans ma famille, il fallait pas ça, quoi. Tu vois, il fallait être modeste, il fallait être petit. Donc, des idées de, tu vois, de c'est moi qui commande tout un pays. Ben non, on n'avait pas ça à la maison. Hein. Donc, en fait, il fallait plutôt être sympa, gentil, assez, ne pas être vu. Voilà. Ah, qui, si tu veux foutre avec un truc comme il se permet de faire notre cher président, c'est inacceptable. Donc, je me suis rendu compte, mais je déteste ce type. Et bon, donc j'imagine qu'on est nombreux à avoir refoulé notre qualité de toute puissance, parce qu'on est nombreux à le détester. Mais en fait, on s'est désintéressé, nous, de la politique. Si on se désintéresse consciemment de quelque chose, inconsciemment, c'est ce qu'on a mis dans l'ombre qui apparaît. Donc Macron, c'est notre ombre. C'est ce qu'on n'assume pas chez nous. Donc il va être temps qu'on se réveille. Et si on pense que c'est en le virant que les choses vont changer, non, c'est parce que l'homme va réintégrer son besoin de puissance qu'en fait des gens ne seront pas tout puissants et nous gouvernerons pas de cette manière-là. Donc ça ne se réglera pas dans les urnes, ça ne se réglera pas dans la rue, ça se réglera avec amour, avec humour et avec humilité, de regarder chez nous que nous n'assumons pas en fait cette puissance-là. Ben, j'ai été jusque-là très d'accord avec toi, et là, je veux dire que je suis exactement d'accord avec toi. Bon ben là, Donc, on est au pied à coulisses là. Et voilà, c'est la fin de cette partie, j'espère qu'elle t'aura plu et je t'invite à aller directement à la suite.